Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. En Guinée, les manifestations contre la junte au pouvoir auraient fait 7 morts et plus de 30 blessés par balle. Annonce faite par le collectif d'opposition qui les a organisés. Les forces vives du pays réclament l'ouverture d'un dialogue avec les autorités en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays. Au 26e jour de combat, de fortes explosions secouaient Khartoum, la capitale soudanaise. Sur place, sans avancer dans les négociations, difficile d'acheminer l'aide humanitaire et faire sortir les civils pris au piège. L'ONU dénonce une violence gratuite depuis près d'un mois. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko appelle à nouveau ses partisans à la résistance au lendemain de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis. Condamnation qui pourrait lui barrer la voie à la présidentielle prochaine. Le leader du PASTEF mobilise ses militants pour faire face à ce qu'il qualifie d'injustice. En Guinée, hier, des jeunes ont manifesté contre la junte au pouvoir, des manifestations anti-junte à l'appel de l'opposition qui ont tourné à l'affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. Selon l'opposition, ces heurts ont coûté la vie à au moins 7 personnes. Émeric Torroyan. La tension est montée à nouveau en Guinée. À l'appel du collectif d'opposition FVG, des centaines de jeunes ont investi les rues pour protester contre le pouvoir, accusé de confisquer les libertés. Dans la capitale et d'autres villes du pays, les manifestations ont viré à l'affrontement entre policiers et protestataires. Conséquence, au moins 7 morts et une trentaine de blessés selon l'opposition. Le comité d'organisation des marches pacifiques et citoyennes des forces vives de Guinée informe l'opinion nationale que les manifestations appelées ce mercredi 10 mai 2023 et les jours suivants se déroulent dans un climat tendu, l'usage disproportionné de la force et d'intimidation. On dénombre l'assassinat d'au moins 7 citoyens par balle, 32 blessés par balle, dont 13 graves. L'organisation d'opposition évoque également 56 arrestations pendant les manifestations de mercredi. Ces mouvements de protestation interviennent alors qu'une médiation religieuse est en cours depuis 2 mois pour apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition. Il y a un peu plus d'une semaine, les forces vives de Guinée ont quitté la table de négociation. Elles dénoncent la mauvaise foi du gouvernement dans ce processus de dialogue. Nous sommes vraiment contraints à la manifestation. Nous ne voulons pas manifester, mais nous sommes contraints à la manifestation. Il y a la crise de confiance entre nous. Même les religieux ne parviennent pas à faire bouger les lignes. Depuis 1 an, les manifestations de protestation sont interdites en Guinée. Malgré cette interdiction, les forces vives de Guinée, cette organisation qui regroupe des partis d'opposition, des syndicats et des acteurs de la société civile, maintiennent leur appel à manifester. Même après la libération mercredi de 3 cadres de l'opposition en prison depuis 10 mois. Au Sénégal, après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, le leader du PASTEF réitère son appel à la résistance contre ce qu'il appelle l'instrumentalisation de la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle prochaine. Alors que des rassemblements de l'opposition sont prévus demain, vendredi, le gouvernement est monté au créneau pour rejeter toutes ces accusations. Mathieu Nicolas. Un nouvel appel à la résistance. À la veille d'une manifestation qu'il espère massive, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, s'est exprimé jeudi à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. De nouveau, il pointe du doigt le gouvernement de Macky Sall, qu'il accuse de vouloir l'écarter de la présidentielle. Sonko en appelle donc au soutien des Sénégalais. Je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'Obélisque à partir de 15 h. Nous voudrons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Nous voudrions avoir un rassemblement humain jamais vu de mémoire de Sénégalais. Depuis la condamnation en appel pour diffamation d'Ousmane Sonko, la coalition Yewwi Askan Wi ne décolère pas. Dans son viseur, encore et toujours le pouvoir de Macky Sall, accusé de vouloir écarter Ousmane Sonko de la course à la présidence en agitant la menace d'inéligibilité du candidat.
La majorité, elle, se défend de toute ingérence judiciaire. De Ousmane Sonko sont des procès dans lesquels il a des litiges avec des particuliers. Ce ne sont pas des procès entre M. Sonko et l'État du Sénégal. Il n'y a aucune procédure aujourd'hui judiciaire engagée par l'État du Sénégal à l'encontre d'Ousmane Sonko. Premier cas, c'est Mambé Niang, un citoyen qui s'est senti diffamé, qui a porté plainte. Le deuxième cas, c'est une fille qui s'appelle Adji Sarr, qui estime qu'elle a fait l'objet d'un viol, qui a fait sa plainte. Lundi soir, Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme. Un autre procès doit s'ouvrir pour Ousmane Sonko concernant les accusations de viol qui pèsent sur lui. La coalition qui croit à son innocence appelle ses partisans et les Sénégalais à descendre vendredi dans la rue pour une manifestation de résistance. En RDC, le nombre de victimes après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la province du Sud Kivu ne cesse d'augmenter avec des cadavres retrouvés parmi les décombres et des blessés qui succombent à leurs blessures. On parle désormais de 438 morts. Mais dans ce climat de chaos, un miracle, 2 nourrissons retrouvés vivants après 5 jours. Laurent Leleu. Le bilan de la catastrophe à Calais, dans le sud Kivu, a été révisé à la hausse, passant de 412 à 438 morts, selon le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui a appelé à l'unité et à la solidarité de la société civile et de la population pour faire face aux conséquences de cette tragédie. En face d'une telle situation, nous devons tous être unis. Malheureusement, on le remarque, nous, au niveau du gouvernement, que la pression revient sur nous. Parfois, lorsque cette pression revient, nous la comprenons. Mais il faut regarder la situation générale du pays, le contexte dans lequel nous évoluons. Ces inondations causées par des pluies diluviennes ont également entraîné d'importants dégâts matériels dans plusieurs villages, dont Bouchouchou et Niamoukubi, faisant également des milliers de disparus. Un contexte qui nécessite pour l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, une aide immédiate pour secourir les survivants. Au fur et à mesure que les équipes descendent sur place et arrivent à atteindre des villages ou des endroits qui n'étaient pas accessibles avant, vous découvrez des nouvelles maisons qui sont effondrées, des champs qui sont inondés, des écoles qui sont détruites. Aujourd'hui, c'est la grande urgence, s'assurer que les acteurs humanitaires soient présents physiquement avec des équipes, avec du matériel, avec des items, au moins pour garder ces personnes en vie. Au milieu de ce drame, un petit miracle a eu lieu quand 2 nourrissons ont été repêchés vivants des eaux du lac Kivu 1 semaine après les inondations. Une lueur d'espoir qui ne suffira malheureusement pas à faire oublier ce traumatisme qui a frappé encore une fois des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Journalistes intimidés, pression croissante sur les médias. Au Burkina Faso, la crise sécuritaire menace la liberté de la presse. Les journalistes du pays doivent trouver l'équilibre entre informer et respecter les mesures strictes imposées par le gouvernement. Mathieu Nicolas. C'est la première fois au Burkina Faso qu'on sollicite une ordonnance du président du tribunal de grande instance afin que les journalistes puissent donner ses sources. Derrière ces mots, Atiana Serjoulon, directeur de publication du journal burkinabé L'Événement, dépeint une situation dégradée de la liberté de la presse dans son pays. Son journal d'investigation avait publié une enquête sur de présumés détournements de fonds par un capitaine de l'armée. Cet article lui a valu une convocation et une audition par la justice militaire. C'était pour savoir qui a parlé, qui m'a parlé, à qui j'ai parlé. Est-ce que je peux donner des noms? Est-ce que c'est possible de donner des contacts? Depuis quelques mois au Burkina, la crise sécuritaire dans le pays a fait reculer la liberté de la presse. Les journalistes se sentent de plus en plus menacés. Entre restrictions, pression et suspension de médias par les autorités, couvrir librement les multiples crises du Sahel, notamment dans leur pays, n'a jamais été aussi difficile. Aujourd'hui, les journalistes burkinabés travaillent dans une situation de peur. On a peur, voilà. Ça c'est vrai, mais ça n'empêche pas l'information de chaîne. Même si, dans le contexte actuel, il est aussi important que les journalistes s'interrogent sur la pratique journalistique pour tenir compte quand même des conditions d'insécurité très difficiles pour le pays actuel.
Des pressions et menaces et même des expulsions de correspondants étrangers. Au mois d'avril, 2 journalistes françaises ont été expulsées du Burkina Faso par ordre des autorités de transition. Ce qui n'avait pas manqué de faire réagir Reporters sans frontières. L'organisation indiquait dans son rapport annuel sur l'état de la presse dans le monde que la bande sahélienne qui traverse le continent africain d'ouest en est pourrait devenir la plus grande zone de non-information de l'Afrique. Et au Burkina Faso, toujours 21 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie nationale pour contrebande d'hydrocarbures au profit des groupes terroristes actifs dans les régions centres du pays. Et au lendemain de l'attaque dans une synagogue à Djerba en Tunisie, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête sur la mort d'un franco-tunisien de 41 ans. Il faisait partie des 5 victimes décédées dans l'attentat mardi soir devant la synagogue de la Griba. L'enquête a été ouverte pour chef d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'attaque a eu lieu alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Griba, la plus ancienne d'Afrique. 5 personnes ont été tuées, dont 3 gendarmes et 2 fidèles. Et un chiffre à présent, 71 millions, c'est le nombre de déplacés internes dans le monde en 2022, un bond de 20% par rapport à l'année précédente provoqué par les exodes après l'invasion de l'Ukraine, mais aussi des situations sécuritaires. Mathieu Nicolas. La guerre en Ukraine, le conflit à l'est de la RDC ou encore les inondations au Pakistan. En 2022, des événements comme ceux-ci ont causé de nouveaux déplacés internes dans le monde. Selon un rapport conjoint de l'Observatoire mondial des situations de déplacement interne et le Conseil norvégien pour les réfugiés, il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde qu'aujourd'hui. 71,1 millions de personnes ont été enregistrées comme déplacés internes. Ce que montre notre rapport, c'est que le déplacement interne est de plus en plus causé par une combinaison de facteurs sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Et cette année, nous mettons un accent particulier sur la question de l'insécurité alimentaire. Nous constatons un chevauchement visible entre les pays comptant le plus grand nombre de déplacés internes et les pays actuellement confrontés à des niveaux d'insécurité alimentaire de crise. Et dans ces pays, les déplacés internes constituent un groupe particulièrement vulnérable. Sans surprise, l'Afrique est le continent fortement touché par le déplacement de ces populations. En Afrique subsaharienne, par exemple, environ 16,5 millions de déplacements internes ont été enregistrés, dont plus de la moitié en raison de conflits, en particulier en République démocratique du Congo et en Éthiopie. Et selon le Centre de surveillance des déplacements internes, le nombre de déplacés devrait encore augmenter, notamment avec le conflit au Soudan depuis le 15 avril. Plus de 700 000 personnes ont déjà fui ailleurs dans le pays. Ce rapport est donc un appel à l'action, un appel à une meilleure compréhension de la relation entre ces deux phénomènes, mais aussi un appel à davantage d'investissement dans des mesures préventives, dans des solutions au déplacement que nous constatons à travers le monde et dans la construction des pratiques bonnes et prometteuses que nous avons documentées. Beaucoup des déplacés sont victimes de conflits qui durent depuis des années, mais les catastrophes naturelles sont aussi responsables de la plupart des nouveaux déplacements internes. Elles ont forcé 32,6 millions de personnes à fuir en 2022. C'est 40% de plus qu'en 2021. Et illustration d'une instabilité politique qui a conduit à un afflux de déplacés, le Soudan. Au 26e jour de combat, de fortes explosions ont secoué Khartoum, la capitale, sans avancer jusqu'à présent dans les négociations. Difficile d'acheminer l'aide humanitaire et faire sortir les civils pris au piège. Laurent Leleu. Volker Türk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a dénoncé jeudi, lors d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme à Genève, la violence injustifiée au Soudan, condamnant les assauts indiscriminés de l'armée, incluant les bombardements aériens et les violations du droit international humanitaire par les paramilitaires des FSR. Je condamne le recours à la violence par des individus qui n'ont aucune considération pour la vie et les droits fondamentaux de millions de leurs propres compatriotes. Toutes les parties doivent protéger les droits des civils et se conformer au droit international humanitaire et aux droits de l'homme. Pour résoudre ce conflit qui a débuté le 15 avril dernier, Volker Türk a exhorté tous les acteurs susceptibles d'intervenir à s'engager et à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre cette crise qui a plongé ce pays dans la catastrophe.
un avis déjà partagé la semaine dernière par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Les combats doivent cesser, et cesser maintenant. Toutes les parties doivent faire passer les intérêts du peuple soudanais en premier, ce qui signifie la paix, le retour au pouvoir civil, permettant le développement du pays. En dépit des discussions en cours pour un cessez-le-feu entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, le haut-commissaire a appelé à une trêve humanitaire afin de permettre l'acheminement d'une aide vitale à la population. Aujourd'hui, d'immenses dégâts ont été causés, détruisant les espoirs et les droits de millions de personnes. Plus de 154 000 personnes ont fui le pays et on estime à 700 000 le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan. À l'issue de la réunion, les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme vont se prononcer sur un projet de résolution demandant une cessation immédiate de la violence par toutes les parties, sans conditions préalables. Colloque national sur comment faire face aux discours haineux et à la violence qu'ils génèrent au Cameroun. Intellectuels, politiques et membres de la société civile se sont réunis ce jour et jusqu'à vendredi pour élaborer des stratégies de solutions pour en venir à bout dans un Cameroun en pleine crise sociale depuis 2013. Notre reporter sur place, Mathieu Wemba, nous en dit plus. Enseignants, chercheurs, politiques et membres de la société civile étaient bien présents ce matin à l'amphithéâtre 1003 de l'Université de Yaoundé 1 pour évoquer cette problématique préoccupante. Comment faire face au discours de haine et à la violence qu'ils génèrent? Certaines bagarres existent parce que les gens ne se connaissent pas. Monsieur le recteur évoquait le fait, je crois qu'il citait Nelson Mandela qui disait en fait les animaux réagissent parce qu'ils ont peur de la différence. À la veille de la 51e fête nationale de l'unité, ce colloque arrive à point nommé. Cet colloque va analyser la situation et aussi avancer avec une balance entre l'expression et aussi la responsabilité d'un journalisme basé sur les faits et contre la haine. Pour les organisateurs, il faudrait donc prôner la cohésion sociale, ce qui est une affaire de tous. L'affirmation de soi ne saurait appeler à la négation d'autrui. Dans la rue camerounaise, des mots et expressions stigmatisants pour parler de l'autre prennent le pas. Plus grave encore dans les réseaux sociaux où un certain libertinage est constaté. Avant de lutter contre ces discours et des conséquences violentes que ces discours ont sur nos pratiques sociales, sur nos manières d'entrevoir notre relation interculturelle, nos rapports interpersonnels, il faut pouvoir les interroger en profondeur, les penser, savoir exactement quelle est leur origine, leur genèse. Une équation difficile, car comment protéger notre liberté tout en luttant contre toute forme de discrimination? Des pistes de solutions qui peuvent aller en deux directions. Première direction étant vraiment structurée par des choses symboliques. D'abord la reconnaissance de ce que nous formons une communauté spécifique, mais une communauté spécifique qui se construit sur des communautés primordiales. Ce colloque qui s'achève vendredi pourrait déboucher sur l'élaboration de stratégies préventives pour venir à bout des discours haineux et clivants, alors que le pays traverse une difficile crise sociale. Et tout de suite, le reste de l'actualité préparé par Noël Donga Mechinho. Un tribunal a ordonné mercredi le maintien en détention du pasteur Paul Tengue Mackenzie, accusé du massacre de Chakola, qui a occasionné la mort d'au moins 145 personnes dans une forêt du sud-est du Kenya. Paul Tengue Mackenzie va être poursuivi pour terrorisme dans cette affaire baptisée le massacre de la forêt de Chakola. Un juge de la ville de Mombasa dans le sud-est a ordonné la prolongation de la détention du pasteur Mackenzie et de 17 co-accusés dont sa femme pour une durée de 30 jours à compter du 2 mai. Des autopsies pratiquées sur 112 premiers corps montrent que la plupart des victimes seraient mortes de faim. D'autres auraient été étranglés, battus ou étouffés, dont des enfants, et un manque d'organes sur certains corps. Ce massacre a ravivé le débat sur l'encadrement des cultes au Kenya, pays en majorité chrétien qui compte 4000 églises selon les chiffres officiels. Le président William Ruto a créé un groupe de travail chargé de l'examen du cadre légal et réglementaire régissant les organisations religieuses. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré ce jeudi dans un entretien à la BBC que son armée avait encore besoin de temps pour lancer une contre-offensive d'ampleur largement attendue contre les forces russes. L'armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et a cumulé
de munitions et du matériel fourni par les pays occidentaux qui sera, selon des analystes, la clé pour reprendre aux forces russes les territoires occupés. Le calendrier pour que Kiev lance ses efforts afin de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et Lugansk à l'est, ainsi que de Kherson à Zaporizhzhia au sud, demeure une question ouverte. Mercredi, un haut responsable militaire ukrainien a affirmé que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bamout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits. En Turquie, Muharrem İnce, un des 4 candidats à l'élection présidentielle du 14 mai, a annoncé ce jeudi le retrait de sa candidature, une décision susceptible de favoriser l'élection de Kemal Kılıçdaroğlu, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Le chef du parti Meleke Patrie en français était crédité de 2 à 4% des intentions de vote dans les dernières enquêtes d'opinion. Muharrem İnce a justifié sa décision en affirmant que l'alliance de l'opposition rejettera toute la faute sur lui si elle perd. Plusieurs cadres de son parti avaient démissionné ces derniers jours, s'inquiétant que la candidature de Muharrem İnce empêche Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, à la tête d'une alliance réunissant 6 partis de l'opposition, de l'emporter face au président Erdogan au pouvoir depuis 2003. 25 ans après le décès du légendaire musicien Fela Kuti, son fils Femi, son petit-fils Madé perpétue son héritage. Comment ? Eh bien en faisant résonner son afrobeat engagé de Lagos aux États-Unis. Grâce à un album commun intitulé Legacy, les 2 artistes ont tous 2 été nommés aux Grammy Awards. Reportage. 2 musiciens, mais un seul et même héritage, l'afrobeat, musique engagée au rythme hypnotique inventée par leur père et grand-père. Petit-fils du légendaire Fela Kuti et fils de Femi, Madé Kuti aurait pu se sentir écrasé par le poids de cette dynastie, mais ce n'est pas le cas. À 26 ans, il poursuit le combat musical de son illustre famille et loin de vouloir cacher sa filiation, il a sorti un double album avec son père intitulé Legacy, héritage en français, suivi du signe plus. L'héritage va continuer de grandir, d'évoluer. Ce ne sera peut-être pas de la musique, mais l'esprit de la famille sera toujours présent dans la manière de faire ce que nous faisons. Partager un album ou partager une scène avec son fils réjouit Femi, comme ici au New Africa Shrine, héritier de la mythique salle de Lagos fondée par Fela, qui en avait fait un haut lieu de contestation politique. C'est dingue, c'est tellement beau. Il ne sera pas mon père, mais il aura un peu de mon père en lui. Et il ne sera pas moi, mais il aura un peu de moi. Marcher dans les pas de son père et de son grand-père sans disparaître dans leur ombre, ce n'était vraiment pas gagné pour Madé, et la façon dont il a réussi à le faire en créant son propre groupe, Movement, et en jouant tous les instruments sur son premier album, force l'admiration de Femi. Moi, ça m'a pris des années. Ma vie était misérable. Et trouver mon chemin dans un tel chaos, parce que mon père était immense. Et lui, maintenant, il a un grand-père immense et un père immense. Et réussir à se trouver immédiatement, c'est beau. Pour Femi, qui a commencé sa carrière dès l'âge de 15 ans aux côtés de son père, c'est la 5e nomination au Grammy. Pour Madé, c'est une grande première, 25 ans après la mort de son grand-père. Durant ce quart de siècle, le Nigeria est passé d'une dictature militaire à une démocratie, mais la corruption, l'extrême pauvreté, les injustices sociales sont toujours là, et les Kuti continuent de les dénoncer. De génération en génération, la musique reste une arme dans la dynastie de l'Afrobeat. Les fans de la diva l'attendaient, c'est désormais chose faite. L'artiste Beyoncé a entamé sa tournée internationale baptisée Renaissance, référence à son dernier album. Et si chaque concert promet son lot de surprises, Beyoncé a déjà enflammé la toile en diffusant des extraits de ses passages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'allure futuriste du show a déjà conquis ses fans.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésud.